Mathieu. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Et activez les notifications. Ce sera mieux. Donc, pour ceux qui ne savent pas lire, je vais parler d'amélioration progressive. Pour les autres, si vous êtes ici, c'est bien, merci. Et ben, on va commencer. Donc, première chose, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la diapo initiale, il y avait donc le Boston Globe affiché sur différents appareils, dont un Apple Newton. L'Apple Newton, donc, qui a duré de 1993 à 1998. Donc voilà, on a un appareil qui a presque 20 ans de moins que le site qu'il affiche, et ça fonctionne parfaitement. C'est quand même pas mal au niveau pérennité, on va dire. Mais alors, comme l'indique le titre de ma conférence, je vais commencer par un petit peu de théorie. Rassurez-vous, je sais, il est tôt, on va pas aller trop fort. On va parler déjà de, juste avec cette phrase, on a à peu près tout résumé. C'est commencer par la version de base, puis ajouter des améliorations pour ceux qui peuvent les gérer. C'est aussi simple que ça. Après, on peut aller un petit peu plus loin et dire, il faut commencer par écrire le HTML, coder les traitements côté serveur. Alors, généralement, on fait plutôt l'inverse. On code les traitements côté serveur et ensuite on fait le HTML en se disant ouais, c'est plus simple de générer comme ça. Moi, je trouve que de cette manière-là, on a plus de liberté dans le HTML et que généralement le serveur lui peut prendre à peu près n'importe quel type de données. Ça fonctionnera bien. Une fois qu'on a fait donc le HTML, on va passer au CSS et ensuite au JavaScript. Pourquoi passer dans cet ordre-là? Parce que quand on s'attache vraiment à la couche HTML, à la voir vraiment de manière très propre, on a un HTML qui est plus accessible, qui est plus facile à styler et plus facile à dynamiser aussi. Alors je sais, HTML c'est pas beau. HTML tout seul c'est pas séduisant, hein, pour pas dire sexy. Mais c'est très sémantique. Et quand vous avez du HTML qui est bien conçu de base, vous avez énormément de choses de manière gratuite. Vous avez la gestion du focus clavier, vous avez quelque chose d'assez fonctionnel et le navigateur va faire plein de choses pour vous. Donc commencer par un HTML très propre, c'est vraiment une très bonne idée. Et maintenant je vais vous faire peur. Quand c'est pas de l'amélioration progressive, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le risque en fait de ne pas faire de l'amélioration progressive? Eh ben, on va prendre un petit exemple. Alors, ça date un peu, hein, la technologie a évolué, mais voilà. En 2011, il y a des sites comme Lifehacker, Gizmodo, Gawker et d'autres du même réseau qui tout d'un coup se mettent à ne plus rien afficher. C'est-à-dire que vous aviez le logo, quelques icônes et c'est tout. C'est tout ce qui s'affichait, quel que soit l'URL que vous demandiez. Je ne sais pas si vous connaissez la technique du hashbang. C'est quand on met dans l'URL dièse, point d'exclamation, et ensuite le chemin qu'on veut. Le dièse fait que le navigateur va connaître le chemin, mais le serveur ne connaîtra rien. C'était à l'origine utilisé pour ne pas forcer un rechargement. Quand on faisait les premiers sites en Ajax, on voulait éviter un rechargement complet, mais on voulait quand même que l'URL garde la trace. Voilà, sauf que c'était une erreur JavaScript qui a fait que tous ces sites-là, pendant plusieurs heures, pendant presque une journée, n'ont rien affiché. Je pense que les gens, sur ces sites-là, ils vivent de la pub. Ils n'étaient pas très heureux pendant toute cette journée. À part qu'ils ont eu plein de vues. Ce jour-là, ils ont eu plein de vues. Tout le monde venait voir le site. Ah ouais, c'est tout blanc. Ah, super. Voilà. Il y a des billets de blog qui en parlent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Twitter à l'époque faisait la même chose. Ils en sont venus aussi. Ce qui est bien en fait, c'est que maintenant on a une solution qui est l'API history du HTML5. Avec cette API, vous pouvez simplement recharger, modifier l'URL et garder un méta et utiliser les boutons back et forward du navigateur. Et en JavaScript, vous pouvez l'intercepter, le gérer et donc améliorer grandement l'affichage de l'adresse tout en faisant tout un site en Ajax ou avec des choses qui sont rendues côté client. Et puis faites attention aussi parce que les pubs et les scripts tiers peuvent
tout aussi bien casser votre site avec le même type d'effet. Une erreur JavaScript, un document.write qui fait n'importe quoi en milieu de page, c'est mauvais. Un autre exemple, un peu plus près de nous, en janvier 2014, un fournisseur d'accès à Internet anglais, Skybroker, s'est dit « Ah tiens, jQuery, ça ne m'inspire pas confiance ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis tout le CDN de jQuery en blocage parental. Je vous laisse imaginer, il n'y a plus un site qui marchait. Ça a mis quelques heures aussi à se rétablir. Alors, vous de votre côté, vous ne pouvez pas empêcher qu'ils mettent le CDN dans le blocage parental. Par contre, vous pouvez ne pas dépendre de JavaScript. C'est quand même, voilà, c'est quand même pas mal. Donc commencez par un HTML qui fonctionne seul. Et un peu plus près de nous, après je vais passer à des choses un peu plus concrètes, un petit peu plus près de nous encore, le 28 avril 2015, on a eu en Chine tous les sites qui utilisaient le bouton Like de Facebook qui sont devenus inaccessibles. Pourquoi? Parce que le Great Firewall of China bloquait tout ça et donc le site ne s'affichait plus du tout. Alors une des solutions pour ça, c'est le motif de conception Ajax Include. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça consiste à mettre un lien, tout simple, et à remplacer ce lien par du contenu qu'on récupère en Ajax. S'ils avaient utilisé cette méthodologie, attendu le chargement de la page pour récupérer pour remplacer donc un lien vers la page Facebook par le bouton like scripté, à ce moment-là, ils auraient fait ce problème. Alors, bon, cette slide marchait beaucoup mieux hier. Quand on est en vacances, voilà, on a un esprit libre, il fait beau, il y a des cocotiers. Bon. Mais des fois, il arrive un truc un petit peu embêtant, c'est le coup de fil. Le coup de fil qu'on n'aime pas. Le coup de fil qui commence par je suis désolé de te déranger pendant tes vacances, mais il y a un truc là, il faudrait que tu t'en occupes. Et alors ça, je pense que personne n'apprécie, hein, on est d'accord. Il y a des solutions pour ça, il y a pas mal de solutions, heureusement. Pour sauver vos vacances, donc, vous pouvez commencer par partager votre mot de passe avec une solution sécurisée. Vous pouvez laisser les intervenants choisir la couleur finalement parce que, ouais, mais plutôt rouge, non, plutôt bleu, plutôt... je pense qu'un vert, ce serait pas mal. Voilà, ça, vous leur laissez faire. Pour les éléments dans le menu aussi, ça peut être simple. Vous pouvez partager les sources avec Git. Si vous êtes côté graphisme, utilisez des palettes dynamiques et des effets non destructifs. Ce genre de choses. Nommer les calques, c'est aussi important que de commenter son code. Voilà. Vous pouvez aussi partir très loin. C'est une autre solution, ça coûte plus cher. Autrement dit, ne soyez pas une dépendance en fait. Vous en tant que personne. Vous en tant que personne, il ne faut pas que vous soyez absolument là pour que le projet puisse avancer. J'ai eu une expérience où en fait quelqu'un de crucial en fait pour la base de données dans une entreprise qui dépend vraiment de sa base de données. Il faisait des motos trial tous les week-ends et un jour il s'est cassé le bras, étonnant. Il s'est pris la moto sur lui et je peux vous dire que les responsables ont vraiment eu très chaud ce jour-là parce que voilà, si la personne qui s'occupe de la base de données n'est pas là pour s'en occuper pendant un mois, c'est autant de chiffre d'affaires en moins. Donc ne soyez pas une dépendance, laissez les gens participer, modifier les choses. Et bien c'est pareil pour votre code en fait. Il faut que votre code soit quelque chose qui améliore, mais pas quelque chose qui soit indispensable. Bon allez, on va passer à la pratique maintenant. Alors j'aime beaucoup cet exemple parce que, je ne sais pas si vous voyez bien, donc c'est de l'autocomplétion. Si vous avez à rajouter de l'autocomplétion sur un champ de texte, jusque-là il n'y avait pas beaucoup de solutions. Maintenant des éléments relativement chouettes avec l'attribut list sur les inputs et la balise data list. C'est du HTML5, c'est pas très souvent utilisé alors que c'est vraiment une petite amélioration de pas grand-chose. Ça permet d'avoir de l'autocomplétion fournie par le navigateur. Les navigateurs qui ne le gèrent pas affichent juste le input type texte. Les navigateurs qui le gèrent, eux, ils proposent donc dans les options des choses qui sont déjà remplies. Et si vous voulez aller plus loin, il y a Léa Véro qui a écrit AwesomeClit, qui est un petit JavaScript,
qui va prendre en fait ce code HTML et l'améliorer encore plus. C'est-à-dire que ça va rajouter, bon, déjà ça va être plus joli au niveau graphique, mais ça va aussi permettre de mettre en surveillance les éléments qui matchent entre la saisie que vous avez faite et les options qui sont proposées. Et puis vous pouvez faire de la validation dynamique sur ce qui correspond parmi les options. Il y a quelques années, quand je recevais une maquette graphique, c'est un autre exemple, et que les boutons radio ou checkbox étaient stylés, c'était oh non, pas encore. Comment leur expliquer? Et depuis quelques années, c'est plutôt oh oui, ils sont stylés, super, je vais pouvoir m'éclater. Parce que comme vous voyez, en fait, avec juste le petit bout de code HTML qui est là-haut, donc un input, type radio ou checkbox, et un label derrière, on peut faire des choses relativement chouettes juste en CSS. Juste avec le CSS, donc il y a zéro JavaScript, en quelques lignes, on peut avoir quelque chose qui... Alors bon, ce ne sera pas exactement aussi joli que là, mais c'est vraiment... il y a très peu de différence entre le code CSS qui est ici et le rendu qui est affiché à droite. Ça permet de faire des choses relativement chouettes avec des animations, avec des effets au survol, avec la gestion du clavier du focus. Donc en partant d'un HTML sémantique, on a quelque chose de très très chouette. Effectivement, il y a des gens qui partent qui mettent des images avec des hot-clics dessus, c'est pas très propre. Alors que ça, même si la CSS ne se charge pas, vous avez quelque chose de fonctionnel. Des fois, on peut vous demander aussi de styler une liste, de filtrer une liste d'éléments côté client, pour que ce soit plus réactif, plus rapide. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ce que je viens de vous montrer avec des CSS. Si vous regardez, alors il y a l'adresse du CodePen là-dessus. En fait, les différents éléments là-haut sont des boutons radio, et vous pouvez cocher l'un ou l'autre, et selon celui qui est coché, les différents personnages en bas vont s'afficher en grand ou pas. Et ça, c'est fait en pur CSS, ça marche très très bien, c'est accessible au clavier, c'est un exemple tout simple. Et ça, c'est fait grâce à un sélecteur qui est le sélecteur tilde. Sinon, on peut aussi vous demander parfois d'afficher un carrousel. Alors la première réaction, avec moi, c'est non, pour une grosse baffe, les carousels, c'est le mal, on arrête. Mais bon, vous savez ce que c'est les clients, des fois ils insistent. Et bien heureusement, on a des solutions. Toujours en partant d'un HTML et d'un CSS relativement clean, on peut, alors là c'est un petit peu du détournement de balise, je suis d'accord, mais créatif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser donc, des boutons radio, des labels. Les petites vignettes en bas sont des labels. Quand vous cliquez dessus, ça active le bouton radio. Suivant le bouton radio qui est affiché, on a l'image qui s'affiche en grand. Donc on a voilà, le code HTML est un petit peu complexe. D'accord, il y a moyen de faire ça en JavaScript avec quelque chose de presque plus propre, mais l'avantage c'est que là ça fonctionne bien au clavier, ça fonctionne bien en accessibilité, et surtout ça évite de charger un script de plus et d'attendre le chargement de la page, donc c'est relativement utile. On peut également parler de l'ajout au panier. Certains font parmi vous peut-être du e-commerce régulièrement. Dans le e-commerce, c'est une fonctionnalité de base de l'ajout au panier. Et on peut se dire, ouais tiens, je vais le rendre de manière assez dynamique, avec de l'Ajax, avec des animations et tout ça. J'ai vu des plugins qui font ça de manière assez comment dire, assez sale. Mais au final, l'ajout au panier, c'est juste un formulaire. On va choisir les options, la taille du t-shirt, la quantité, etc. Et après, c'est un formulaire. C'est un formulaire avec un bouton ajouter au panier. Et quand on clique sur l'ajout au panier, ça envoie au serveur, tout simplement. Et si vous avez JavaScript qui s'est chargé, si vous avez mis en place toutes ces choses-là, il suffit d'intercepter l'événement submit du formulaire. Alors, bien l'événement submit, n'ajoutez pas un gestionnaire d'événements sur le bouton d'envoi, parce que par exemple, si vous avez un champ input
dans lesquels l'utilisateur peut saisir par exemple la quantité. S'il fait entrer, ça va soumettre le formulaire sans qu'il y ait un clic sur le bouton. Ça, c'est un truc qu'on se fait parfois avoir. Mais donc, gérer l'événement submit, l'intercepter, et à ce moment-là, donc poster en Ajax. Et là, ce qui est très facile, c'est que poster en Ajax, on a toutes les données. Il suffit de sérialiser le contenu du formulaire. Il suffit d'envoyer à l'URL qui est dans l'attribut action du formulaire et d'envoyer ça au serveur. Et alors, n'oubliez pas, dans ce cas-là, d'indiquer que l'action est en cours. J'avais eu ce problème-là. Sur un site, ça marchait très très bien. Et puis, le site a commencé à être ralenti par d'autres choses. Et du coup, les gens ajoutaient 2 fois au panier, 3 fois au panier. Pourquoi? Parce que quand ils cliquaient sur le bouton, il ne se passait rien instantanément. Alors ils disaient, ah, j'ai peut-être pas bien cliqué, ils recliquaient, etc. Donc il y avait 3 items dans le panier au lieu d'un. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Et quelque chose qu'on oublie souvent aussi, c'est débrayer en cas d'erreur. Il se peut tout à fait que pour un problème de réseau, pour un problème le serveur n'était pas vraiment disponible cette seconde-là, il était un petit peu parti en vacances. Ce qui peut se passer, c'est que votre JavaScript va envoyer des données et pas recevoir la réponse qu'il attend. Dans ces cas-là, débrayer, permettre à l'utilisateur de renvoyer le formulaire tout simplement, de manière native, et aura disons au pire le message d'erreur du navigateur va lui indiquer effectivement il y a eu un problème de tel type et voilà ce que je te propose. De cette manière-là, vous avez quelque chose qui fonctionne bien et vous avez géré toutes les situations. Et donc je vais arriver vers la fin de la présentation. Je suis peut-être allé un petit peu vite, ça me laissera du temps pour les questions. Donc les 4 commandements de l'amélioration progressive, c'est commencer par ne pas imposer de dépendance. Les dépendances, c'est quand vous avez ajouté un élément et sans cet élément, rien ne fonctionne. Par exemple, la CSS peut être une dépendance. Les webfonts peuvent être une dépendance. On a très souvent sur des sites, ce qu'on voyait hier dans une des conférences, des sites où au bout de 8 secondes, on n'a toujours rien qui s'affiche à part les images et les couleurs de fond. Et ça, c'est quand même super énervant. Donc la dépendance à une webfont, c'est quelque chose de relativement pesant, surtout que les webfonts, quand elles ne sont pas optimisées, ça peut être très très lourd et très très lent à télécharger, particulièrement sur mobile, surtout si elles sont hébergées sur le CDN du fournisseur de webfont. Donc dans ces cas-là, on n'impose pas une dépendance, on va la charger de manière progressive, c'est-à-dire qu'on va vérifier en JavaScript que la page est chargée, que la font est chargée, et à ce moment-là, on va l'utiliser dans le document. Les dépendances, c'est les éléments JavaScript, comme on a vu avec les boutons like, ça va être les publicités, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut faire attention à éviter. Par le HTML, tu commenceras. C'est un peu mon leitmotiv, mais vraiment, commencer par la couche HTML et vraiment avoir une couche HTML qui est très propre. Ça permet d'avoir quelque chose de sémantique et de facile à styler, facile à dynamiser, facile à reprendre. Quand j'avais fait une première version de cette présentation, il y a un peu moins d'1 an, je prenais l'exemple sur Amazon, vous pouviez noter avec vous pouvez noter avec 1 à 5 étoiles un produit. Si vous faites ça en partant, disons, de la maquette graphique, vous dites, ouais, bah, il faut que je mette 5 étoiles, ok, très bien, je vais mettre 5 images. Et puis comment on fait pour que quand on clique, ça mette des étoiles et ça l'envoie au serveur? Ah, bah, je vais mettre des on-click sur les images. C'est pas forcément une bonne solution. Concrètement, il faut revenir à ce qui est en dessous. C'est-à-dire, on peut avoir par exemple soit des boutons radio, soit une liste select. Et une fois qu'on a ça, on va, avec JavaScript et CSS, améliorer l'affichage pour que ça s'affiche de manière à ressembler à 1 à 5 étoiles. Mais en dessous, c'est quand même du HTML où vous avez le moyen de dire je note ce produit entre 0 et 5. Les événements du captureras. Ce que je disais tout à l'heure sur la gestion du submit sur un formulaire, la gestion du clic sur les boutons, sur les liens, c'est un moyen très simple de récupérer l'information de l'action et d'avancer à partir de là.
Et donc ce que je disais aussi, un retour visuel tu donneras, ça c'est indispensable. Trop souvent on est effectivement en localhost et ça va super vite, ou à la fibre et du coup c'est pareil, ça va super vite. On oublie que les choses peuvent prendre du temps. Si vous êtes avec votre mobile et que le réseau est un petit peu flagada, ça peut être un petit peu compliqué et les retours vont être indispensables pour que l'utilisateur sache que l'action a été prise en compte. Alors je vous ai mis quelques lectures utiles, donc ce sera dans le diaporama. Dans le diaporama, je vais le mettre en ligne après la conférence. Il y a pas mal de choses intéressantes. Cryogenics, par exemple, qui dit Everyone has JS right. Et c'est une page en fait avec un diagramme, notamment, qui dit est-ce que le développeur a JavaScript? Et en fait, la réponse est non, sauf dans un cas précis, après qu'il y ait eu plein de choses qui se soient passées. Par exemple, tant que le HTML, tant que la page complète ne s'est pas chargée, votre utilisateur n'a pas JavaScript. Une fois que le HTML a été chargé, à ce moment-là, les scripts vont être récupérés, et à ce moment-là, vous avez les scripts. Mais comme on l'a vu, les scripts peuvent être mal chargés, ou bloqués par le CDN, ou encore vous pouvez avoir... il y a eu ça aussi, c'était un service mobile, il me semble, c'était en Angleterre aussi, qui a eu la bonne idée d'injecter des pubs, il me semble, dans les scripts à la volée. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cassé énormément de scripts parce qu'ils cassaient les commentaires dans le JavaScript. Donc, ça faisait des erreurs en cascade. Et voilà, c'est le genre de choses qui peut arriver aussi. Dans ce cas-là, c'est indépendant de votre volonté, mais l'utilisateur n'a pas JavaScript. Dans le The True Cost of Progressive Enhancement de Ron Gustafsson, il explique en fait aussi un truc assez impressionnant, c'est il dit voilà, le client est venu vers nous en disant ouais, je voudrais un site qui fonctionne que sur WebKit avec ça et ça et ça. Ok, très bien. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez que ce soit que sur WebKit? Oui, ça va me coûter moins cher. Ok. Donc ils ont fait le site avec une base de données locale en local SQL, je ne sais plus quelle technologie ils utilisaient, mais qui était disponible sur WebKit. Et puis, quelques mois plus tard, le client est revenu en disant finalement, on aimerait bien que ça marche sur tous les navigateurs. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? La technologie de SQL en local, WebDB, finalement était en train d'être dépréciée. Les autres navigateurs utilisaient tous des implémentations différentes, avec une API différente, et ils se sont retrouvés finalement à réécrire à peu près la moitié du code, et ça a coûté la moitié du budget initial, alors que ça aurait pu être beaucoup moins cher. Et finalement, avec la moitié du budget initial, avec le budget initial, ils auraient pu faire ça pour tous les navigateurs, et ça aurait aussi bien marché. C'est quand même dommage. Voilà, j'ai une photo. Merci à Marie-Cécile Pacard qui m'a aidé à améliorer cette présentation. Et donc je partagerai le support sur mon compte Twitter, Goodbench, sur SlideShare, sur SpeakerDeck. Et je le partagerai donc sur Twitter. Et si vous avez des questions, c'est le moment.